Aujourd'hui, on va découvrir, ou plutôt redécouvrir ensemble, deux personnages qui s'affrontent aussi bien en jouet qu'en fiction depuis les années 80. Je parle bien évidemment de Blaster et Soundwave, récemment réédités par Hasbro, à l'occasion des 40 ans de Transformers. Salut tout le monde, c'est Magnus et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show, l'émission qui vous parle des jouets Transformers. On peut difficilement faire plus iconique que Soundwave dans le camp Decepticon. Il est probablement l'un des 3-4 qui sont les plus connus qui soient, avec Megatron, Starscream et Shockwave. Fidèle soldat pour son chef, espion et à la tête des communications Decepticons, son aura est légendaire, et si côté Autobots on lui a bien évidemment trouvé un équivalent en la personne de Blaster, se transformant de façon similaire, ce dernier, aussi cool et sympathique soit-il, n'a jamais atteint la popularité ou le charisme de son némésis de toujours. Et à l'occasion des 40 ans de Transformers, Hasbro vient de recommercialiser leurs jouets originaux, comme pour relancer une fois encore cet affrontement épique qui dure depuis les années 80. Allez, commençons par Soundwave, et avant de parler de ce jouet directement, remontons, un petit peu plus de 40 ans en arrière. Comme vous le savez peut-être, la grande majorité des Transformers de la première génération, en tout cas des 2 premières années de cette dernière, sont issus de gammes de jouets japonaises importées par Hasbro, principalement Diaclone et Microchange. 君を守る秘密メカガンロボそしてミクロチェンジシリーズ登場ミクロマン Et dans ces Microchange, justement, on trouvait un robot sobrement appelé Cassette Man, une petite radiocassette non fonctionnelle qui pouvait se transformer en robot et accueillir plein d'autres petites cassettes qui se changeaient en animaux. Et oui, Hasbro tenait là son Soundwave. Et après l'original, sorti en 1984, on a eu droit au fil des ans à un tas de rééditions reprenant le jouet de base. Personnellement, j'ai découvert ce dernier à l'occasion de sa réédition dans la gamme Universe en 2009, pour les 25 ans à l'époque de Transformers. Ce qui implique, ça fait déjà plus de 15 ans que je suis fan de la licence. Je suis à la fois heureux et terrifié. Vous pouvez d'ailleurs me voir sur cette photo le jour de Noël de la même année, en train de le découvrir. C'est collector, j'ai vraiment cherché des heures pour retrouver cette photo. Bref, à l'époque, l'objectif c'était vraiment d'être fidèle au jouet de base, c'est-à-dire reproduire le plus fidèlement possible ce dernier. Et l'avoir en main, ça permet de voir à la fois pourquoi est-ce qu'à l'époque ça a été un carton, mais pourquoi est-ce qu'il a un petit peu vieilli quand même ? Clairement, le concept du jouet est trop cool. Tu te balades avec ta petite radiocassette et boum, tu la transformes en robot. Il peut tirer des missiles, sortir des cassettes de son torse, et le tout en quelques manipulations seulement. C'était incroyable, et honnêtement, ça l'est toujours. Ça a ce pur sentiment rétro. Mais quand on prend un peu de recul, évidemment que ça a vieilli. Je ne parlerai même pas du côté loose de la figurine, qui est encore plus un problème aujourd'hui qu'à l'époque, mais des limitations évidentes en termes de design et de possibilités. Même s'il est loin d'être la plus grosse brique de la gamme G1, Soundwave se pose là quand même, et on peut noter des articulations qui, là encore si elles sont tout à fait bonnes pour l'époque, sont parfois un peu incohérentes dues à la transformation, genre les genoux qui fonctionnent à l'envers. Mais se plaindre d'un jouet G1 pour ce genre de choses, c'est à mon sens manquer la pure vibe de ce dernier, et la toute dernière réédition sortie par Hasbro l'illustre encore mieux à mon sens. En effet, si on garde le mold de l'époque, on se retrouve avec des couleurs inspirées du dessin animé au lieu de simplement reprendre celles du jouet. Ça donne à l'ensemble un côté plus vibrant et coloré, au détriment des parties chromées qui disparaissent, notamment au niveau des pieds. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser de mon côté, je sais pas trop quel est l'avis général de la communauté sur cela. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais personnellement je trouve quand même que c'est une proposition qui marche. En tout cas pour Soundwave, ça marche très bien. Je me doute que certains pourraient se plaindre du fait que ce ne soit pas entre guillemets vraiment une réédition du jouet d'origine, mais non seulement ça a déjà été fait des tas de fois, mais en plus, ça permet d'avoir à la fois le jouet iconique de Soundwave, avec les couleurs iconiques de Soundwave, car qu'on le veuille ou non, l'apparence des personnages dans l'inconscient collectif a été beaucoup plus influencée par la série animée que par les jouets, et rééditer un personnage pareil de la sorte, c'est complètement logique, tout en offrant pour les collectionneurs complétistes une vraie différence avec l'original. Bref, ce Soundwave n'arrive pas seul, puisqu'il est accompagné de Ravage et Laserbeak, ces cassettes les plus populaires, qui ont eux aussi droit à ce petit lifting, toujours équipés de leurs armes dans le dos.
Même niveau emballage, à l'occasion des 40 ans, Hasbro nous sort vraiment des belles boîtes, qui sont évidemment inspirées des originales, avec le petit logo en l'occurrence ici, des 40 ans de Transformers. Voilà, je sais pas si à partir de maintenant ce sera la nouvelle esthétique des boîtes des rééditions style G1, faudra voir. En tout cas, ça signe le retour des bulles de plastique à l'avant, un petit peu d'écologie en moins, de la nostalgie en plus. Mais donc pour s'opposer à Soundwave, qui d'autre que Blaster, un personnage importé un an plus tard par Hasbro en 1985 à l'époque. S'il provient également de la gamme Microchange, le jouet d'origine de Blaster a une histoire bien différente. En effet, il portait au Japon le nom de Radio-Cassette Robot. Plus simple que ça, tu meurs. C'était un jouet existant en deux coloris, l'un à dominante de bleu et l'autre avec du rouge, et à la différence de Cassette Man, Cassette Robot était une radio fonctionnelle. Le jouet était fourni à l'époque avec une petite cassette qui était en réalité une radio, que l'on pouvait écouter avec un écouteur et placer à l'intérieur de la boombox pour amplifier le son. Et voilà, on avait notre robot transformable en radio qui était une véritable radio. Bon, bien sûr, c'était très artificiel et ça restait avant tout un jouet, mais ça n'en était pas moins super cool. Lorsqu'Hasbro a importé ce dernier en Amérique, par souci de praticité, ils ont supprimé tout l'aspect électronique et Blaster est donc arrivé avec comme argument principal de vente que c'était en gros le Soundwave des Autobots. The Transformers, each sold separately from Hasbro. Sauf que malgré le fait qu'on n'était plus sur un jouet électronique, ça restait une boombox, on va dire, à taille réelle, entre gros guillemets. Et donc ça conduit à un truc que je trouve hilarant. Blaster est énorme comparé à Soundwave, vraiment il n'y a pas match, une pichenette et c'est fini. Il est plus gros, plus grand, plus large, et c'est encore plus une grosse brique au passage. D'ailleurs, on le compare à Soundwave, mais même comparé aux autres jouets G1, il était impressionnant ce Blaster. Si on le met à côté d'Ultra Magnus ou de Metroplex par exemple, deux personnages pourtant bien massifs, il se défendait bien. Contrairement à Soundwave, la réédition de Blaster est ma première expérience avec le personnage, et de ce que je sais, le jouet G1 de base avait finalement assez peu de différence relativement parlant avec la série, donc cette réédition, se voulant cartoon accurate, crée un moins gros contraste avec l'original comparé à Soundwave. Arrivant avec Steel Joe en tant que cassette, je trouve que globalement, Blaster est un peu moins intéressant quand même que son Nemesis sur le plan de la jouabilité. Je pense que pour le coup, c'est la vraie définition d'une brique. Il a encore moins d'articulation, est encore plus carré, mais sa taille compense un peu. Le contraste entre ces deux jouets et le fait que les deux supposés Nemesis soient aussi différents en termes de taille, c'est un truc typique de la G1, un petit peu comme Optimus Prime qui se changeait en camion et Megatron qui se changeait en petit pistolet. Est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre? Honnêtement, si on veut être objectif et voir en rétrospective, il est clair que Soundwave a beaucoup plus marqué la licence et le monde du jouet, et pour de bonnes raisons. Blaster quant à lui restera pour toujours entre guillemets le Soundwave des Autobots, et vivra éternellement dans l'ombre de ce dernier. Malgré tout, j'ai une certaine affection pour son jouet, déjà rien que pour sa taille, les gros jouets G1 sont sympas à prendre en main, même si ce sont des briques pour la plupart. Et quelque part pour sa simplicité aussi, un vestige d'un jouet qui était à la base bien plus qu'un simple robot, mais qui a perduré dans le temps uniquement sous la forme d'une énorme brique. Ça fait beaucoup de briques pour cette vidéo, non, vous trouvez pas? Bref, c'est tout pour cet épisode du Magnus Toy Show, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez choper ces rééditions de Blaster et Soundwave, elles sont disponibles en précommande chez Mania Toys Collector. Et suivez-moi également sur mes réseaux sociaux, parce qu'il se peut, je dis ça, je dis rien, que je vous les fasse gagner très bientôt à l'occasion d'un concours, mais on aura l'occasion d'en reparler. Sur ce, dites-moi ce que vous pensez de ces deux jouets en commentaire, est-ce que vous les avez, est-ce que vous comptez vous procurer ces rééditions, quel est votre préféré? Dites-moi tout ça, je serai assez curieux de voir comme d'habitude. N'hésitez pas bien sûr à lâcher le petit like, l'abonnement et la cloche, comme d'habitude, ça aide beaucoup pour faire progresser la chaîne. Et sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien, bye tout le monde.